Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci effectivement de nous avoir invités également avec mon collègue Simon Lecorgne pour vous présenter un certain nombre d'enseignements. Et puis, enfin, on va voir, j'ai axé la présentation aussi sur des questions de méthode, puisque j'ai compris qu'effectivement, le CRIES était là aussi pour réfléchir sur les questions de données. Et de, voilà, donc, ce n'est pas juste les résultats, mais également la façon dont on procède et effectivement les freins ou effectivement les difficultés rencontrées dans ce qu'on peut évaluer. Donc, je vais vous présenter effectivement l'évaluation du plan de déplacement urbain d'Île-de-France, qui est un document, le document cadre finalement des politiques de mobilité en Île-de-France, dont Île-de-France Mobilité a la charge de l'élaboration, de l'animation et de l'évaluation. Et puis, je ferai quelques perspectives en fin de présentation, puisque nous venons de nous engager effectivement dans l'élaboration d'un nouveau plan, alors qu'il ne s'appelle plus PDU maintenant, effectivement, ça s'appelle le plan des mobilités en Île-de-France, donc pour l'horizon 2030. Donc, on est justement à une période un peu charnière où on sort de l'évaluation du PDU et où on entre dans dans l'élaboration de ce nouveau plan, ce qui fait qu'effectivement, il y a des éléments intéressants à mettre en perspective. Alors, je ne sais pas comment ça déroule. Si c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Donc, quelques éléments déjà sur le plan de déplacement urbain d'Île-de-France. Donc, effectivement, le plan a été élaboré par Île-de-France Mobilité, alors le STIF à l'époque, en 2010. Et puis, après avoir connu un certain nombre d'enquêtes, enfin, d'avis de personnes publiques associées, d'enquêtes publiques, il a été approuvé par le Conseil régional en juin 2014. Il a ensuite fait l'objet d'un bilan, un premier bilan à mi-parcours en 2016. Et il a été complété par une feuille de route sur la période 2017-2020, puisqu'effectivement, une décennie pour un plan, puisqu'il portait sur la période 2010-2020, il se passe beaucoup de choses en 10 ans, donc effectivement, il y avait nécessité de le mettre à jour. Donc, c'est bien cet ensemble de documents qui constitue le plan de déplacement urbain actuel. Et donc, ce plan, alors l'équation à résoudre avec le PDU, c'est l'équilibre durable, c'est ce qui est à gauche, entre les besoins de mobilité d'une part et la préservation de l'environnement et de la santé d'autre part. C'est ce qui est écrit dans le Code des transports. On y a aussi ajouté tenir compte de la contrainte financière. On considère qu'effectivement, en termes d'action publique, il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur la définition de cette action. Le PDU, donc 2010-2020 et sa feuille de route 2017-2020, c'est en fait 9 défis qui se déclinent en 34 actions et qui portent sur l'ensemble des enjeux de mobilité. Donc, il y a un défi qui porte sur l'aménagement de la ville. Effectivement, on considère qu'il y a vraiment une articulation forte à faire entre l'aménagement de la ville et les pratiques de mobilité. Une série de défis plus par mode, donc les transports collectifs, la marche, le vélo, les modes individuels motorisés, donc la voiture, les deux roues motorisées. Un défi sur l'accessibilité de la chaîne de déplacement, donc pour les personnes à mobilité réduite, qui est également une dimension très importante. Un défi qui porte sur les transports de marchandises, les flux de marchandises, et ensuite 2 défis qui sont plus sur les aspects de gouvernance ou de comportement des acteurs donc, en termes de mobilité. Donc, ce plan repose sur, en fait, alors il est élaboré par Île-de-France Mobilité, mais il repose en fait sur l'ensemble des acteurs de la mobilité en Île-de-France, que ce soit donc les acteurs en charge des transports collectifs, donc Île-de-France Mobilité bien sûr, mais également les acteurs en charge de la voirie, du stationnement, de l'aménagement, du transport de marchandises, etc. Donc, c'est vraiment un document qui a été élaboré de façon collégiale et qui effectivement encadre l'ensemble des politiques relatives à la mobilité des franciliens. Alors, la plupart des actions sont effectivement plutôt sous forme de recommandations. On n'est pas sur un document prescriptif pour l'ensemble des planifications en matière de mobilité en Île-de-France, mais effectivement, pour que ce plan puisse être mis en œuvre, il y avait beaucoup d'incitations qui ont été mises en place. Et donc, les 2 principales, alors le levier des subventions, notamment au niveau d'Île-de-France Mobilité et de la région Île-de-France sur les différentes thématiques, et puis également des liens de compatibilité
entre le PDU, le plan de déplacement urbain, et un certain nombre de documents, à la fois, donc c'est le schéma à droite que je ne détaillerai pas, mais qui présente finalement toute la planification en termes d'environnement, en termes d'aménagement. Donc, un certain nombre de liens entre ces différents documents qui permettent effectivement d'avoir une certaine cohérence dans l'ensemble de ces politiques, à la fois à l'échelle régionale et à un échelon également plus local, notamment avec les documents d'urbanisme locaux, les PLU, et puis des documents, donc le PDU, lui, se décline en plans locaux de mobilité à l'échelle des EPCI, ce qui permet donc d'avoir un plan d'échelle régionale qui ensuite se détaille en actions plus locales. Et donc, comme je le disais, effectivement, le plan est plutôt sous forme de recommandations à destination des acteurs de la mobilité. Il y a quand même quelques mesures prescriptives. J'y reviendrai un peu dans la suite de la présentation, notamment des questions de normes de stationnement à inscrire dans les PLU, ou les places de stationnement sur l'espace public, ou des questions de priorité aux tramways et aux lignes de bus au niveau des carrefours. Donc, quelques éléments sur l'évaluation du PDU. Donc, déjà, j'ai présenté rapidement le dispositif global et quelques grands résultats. Et puis, je ferai ensuite quelques focus thématiques. Alors, vu la contrainte de temps, j'ai eu un parti pris sur le choix des. Bien sûr, il y aura d'autres. C'est un petit peu frustrant parce qu'effectivement, en un quart d'heure, c'est difficile de ressortir toute la richesse de ce qui a pu être fait. Mais c'est pour vous donner un petit peu des zooms, des focus sur ces différentes thématiques. Donc, sur l'évaluation du PDU, il y avait plusieurs objectifs. Un premier objectif qui était bien sûr d'identifier, d'évaluer l'atteinte des objectifs du PDU, qui portait sur l'évolution de la mobilité, sur les objectifs environnementaux, les objectifs de sécurité routière. Le deuxième objectif de l'évaluation, c'était bien sûr le bilan de la mise en œuvre des actions. Donc, le niveau d'avancement de l'ensemble des actions en fin de décennie 2010-2020, d'arriver à avoir des éléments d'analyse des facteurs qui ont facilité ou freiné la mise en œuvre de ces actions, et bien sûr essayer de relier l'impact de ces actions sur l'évolution de la mobilité, et donc sur l'atteinte des objectifs que je citais précédemment. Alors, cette évaluation, elle avait aussi pour objectif de constituer le diagnostic pour le prochain plan des mobilités. Donc, dans certains cas, effectivement, il n'a pas forcément été possible d'identifier ce qui s'est fait sur la décennie précédente. On va le voir dans les types d'actions. Ce sont des actions dont la maîtrise d'ouvrage est tellement éclatée et il n'existe pas forcément d'observatoire ou de données pour ces actions. Donc, il n'y a pas forcément possibilité de retracer ce qui s'est passé sur la période. En revanche, on a pu essayer d'approcher un état zéro à 2020-2021 pour pouvoir ensuite poser des jalons pour le futur plan. Et puis, un dernier point sur l'évaluation qui concernait la gouvernance de la mise en œuvre du PDU, puisque, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs impliqués, et donc une nécessité effectivement de voir dans quelle mesure les dispositifs mis en place ont fonctionné. Donc, l'organisation, je vais passer assez rapidement donc de cette évaluation. Elle s'est déroulée sur toute l'année 2021. Avec d'abord un recueil de données, bien sûr, et des productions d'analyse, donc notamment l'OMNIL, l'Observatoire de la mobilité en Île-de-France, donc qui est piloté par Île-de-France Mobilité, qui collecte un certain nombre de données dans le cadre de l'évaluation en continu du PDU, et puis une collecte d'analyse et une analyse de données provenant de l'ensemble des acteurs de la mobilité. Donc ça, c'est sur toute la période 2021. Et puis ensuite, donc la fin de l'année a été ponctuée par un certain nombre d'ateliers thématiques avec des experts, avec également des associations, voilà, pour préciser les analyses, donc présenter les premiers éléments, les données, les analyses, et puis identifier effectivement, commencer à identifier, à tirer des enseignements de cette évaluation. On a ensuite eu un comité de partage avec notamment les départements et les EPCI. On va y revenir, ce sont des acteurs importants puisqu'effectivement les EPCI sont ceux qui sont censés donc ensuite élaborer des plans locaux de mobilité qui vont venir décliner le PDU à l'échelle locale. Et puis, on a effectivement partagé ce rapport d'évaluation fin 2021 avec l'ensemble des acteurs de la mobilité en Île-de-France lors d'assises qui ont permis de préciser encore un certain nombre d'éléments puisqu'il y avait un travail participatif sur cette évaluation. Et finalement, une approbation de cette évaluation et une décision de mettre en révision le PDU en mai 2022.
Donc, de nombreux contributeurs pour cette évaluation, les partenaires régionaux, Institut Paris Région, la PUR, la DRUAT, RPARIF, BruParif, les collectivités également qui ont fourni un certain nombre de données sur le bilan de la mise en œuvre des actions, des partenaires aussi de type opérateur de transport, gestionnaire d'infrastructures, que ce soit transport collectif, les routes, etc., donc RATP, SNCF, etc. Et puis, d'autres, tout un tas de, voilà, une liste un peu à l'après-vert d'un certain nombre d'autres partenaires. On peut citer effectivement le ministère de la Transition écologique, l'INSEE, etc., pour effectivement compléter cette évaluation. Donc, c'était un gros travail comme de collecte et de synthèse de l'ensemble de ces éléments, vu le champ couvert par le plan qui est quand même très vaste. Quelques éléments effectivement de bilan. Donc un premier élément qui concerne l'atteinte des objectifs de mobilité du PDU. Donc le PDU a défini un objectif sur la période 2010-2020 sur l'évolution des déplacements en jours ouvrables. Qui était donc dans un contexte d'évolution des déplacements qui augmentait de 7% sur la décennie, d'arriver à diminuer les déplacements en modes individuels motorisés, donc notamment en voiture, de 2% donc sur cette décennie, et pour cela, de reporter les déplacements sur les modes alternatifs que sont la marche, le vélo et les transports en commun, donc avec plus 20% sur le transport en commun et plus 10% sur la marche et le vélo. Et effectivement, en l'EGT 2018, donc l'enquête globale transport, donc j'ai recité, c'est vrai, j'ai pas redit, en fait, sur les différentes diapos que je vais vous présenter maintenant, j'ai des éléments donc de résultats et également j'ai remis les sources, puisque effectivement l'idée c'était de pouvoir donner un petit peu la façon dont on avait travaillé sur ces différentes sources. Donc là, effectivement, on s'appuie bien sûr sur l'enquête globale transport, qui est l'enquête de référence sur la mobilité des franciliens. Et donc, la référence pour le démarrage du PDU, c'était l'enquête 2010. Et on a eu des résultats partiels en 2018, donc sur la période 2018-2019, qui a permis de faire une première photo. Et donc, effectivement, cette photo nous donnait, donc c'est la troisième barre, on atteignait, on était pratiquement aux objectifs de la période 2010-2020 en termes d'évolution de ces parts modales sur les déplacements des franciliens. Et puis, la crise sanitaire est passée par là. Et là, c'est mon collègue Simon Lecorne qui vous en parlera tout à l'heure. Mais donc, on a souhaité ajouter évidemment dans l'évaluation un éclairage avec l'évolution de la mobilité en contexte de crise sanitaire. Et effectivement, on s'est retrouvé avec une baisse significative. Alors, on le voit, la petite barre orange, là, c'est les déplacements en voiture. Même les déplacements en voiture ont fortement baissé. Et effectivement, on n'était plus tout à fait dans la même tendance. Alors même si tout ce qui est modes actifs, marche et vélo, a continué à renforcer son essor avec la crise sanitaire, mais effectivement, pour les transports collectifs et la voiture, c'était un petit peu différent. En termes d'objectifs environnementaux, ce qui en ressort, c'est que on avait une tendance effectivement sur 2010-2018 à une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre et également des polluants locaux. Donc ça, ce sont des sources RPARIF. Et puis en termes de sécurité routière, on a également une tendance à la baisse des accidents. Simplement, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé de diminuer par 2 le nombre de tués et de blessés graves sur les routes. On a atteint que moins 25%. Et donc, cet objectif reste assez central. Et là, ce sont des sources notamment de la DRUAT, qui est un observatoire sécurité routière. Pour finir sur cette évaluation globale, donc, en termes de bilan des actions, c'est un engagement fort de l'ensemble des acteurs qui a pu être constaté. On a, à fin 2021, on avait 2/3 donc, des fameuses 34 actions du PDU qui étaient bien engagées, voire terminées, et qui ont été mises en place sur l'ensemble des territoires. Alors, finalement, les actions qui ont le plus avancé, c'est celles qui ont vraiment concentré la quasi-totalité de l'action publique. Donc, on va retrouver les transports collectifs, la question du vélo aussi qui a fortement émergé sur la fin de la décennie.
Et puis, ce sont aussi les actions qui finalement ont un pilotage assez clairement établi. Je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le champ de la mobilité, notamment d'acteurs publics, de collectivités. Et donc, quand il y a un pilotage clairement établi ou des financements identifiés, notamment de la part de la région Île-de-France Mobilité, ces actions ont plus fortement avancé. A contrario, les actions les moins avancées ne sont pas forcément les plus coûteuses, notamment si on pense à la question, alors l'accessibilité de la voirie ou des questions liées au transport de marchandises, aux livraisons, etc. Ça peut faire peur par leur ampleur. Elles ne sont pas forcément maîtrisées techniquement, donc c'était des enseignements effectivement pour le prochain plan, important pour voir comment on peut un petit peu mieux mettre en exergue ces actions-là. Et puis, sur la décennie, ça a été dit également, l'émergence de nouvelles technologies est venue aussi percuter le contexte et les services de mobilité d'initiative privée qui n'étaient pas du tout prévus dans le PDU 2010, qui étaient vraiment à peine émergents, sont venus modifier tout cela. Quelques focus thématiques rapides. Je ne présenterai pas forcément l'ensemble du détail des diapos. C'est juste quelques éléments sur différentes mesures pour montrer un peu le travail qui a été fait. Donc là, le premier, par exemple, c'est la pacification de la voirie. Donc, c'est le fait de réduire la vitesse des véhicules pour offrir une meilleure sécurité et un meilleur confort pour le déplacement des modes actifs, donc notamment piétons, vélos. Donc ça, on s'est appuyé effectivement sur des données extraites d'une base qui a été renseignée dans OpenStreetMap. Donc on a effectivement, Île-de-France Mobilité a fait un travail pour inciter les acteurs locaux à compléter cette base pour préciser où est-ce qu'ils ont des zones 30, des zones de rencontre, des zones piétonnes, etc. Donc la base est assez complète maintenant et permet effectivement notamment d'identifier qu'il y a 70 communes qui ont généralisé la limitation à 30 en Île-de-France, donc ce qui est quand même assez conséquent. Qu'on a un quart du linéaire de voirie urbaine qui est à 30 à l'heure en Île-de-France. Et puis, on a également regardé, donc il y a des questions effectivement sur l'accidentalité, parce que c'est vraiment l'un des sujets essentiel sur cette question de pacification. Et donc, on a comparé effectivement ces données OpenStreetMap avec l'Observatoire de la sécurité routière de la DRUAT et on s'est aperçu qu'effectivement, même si on a dans ces zones pacifiées, on concentre beaucoup d'accidents vélos et beaucoup d'accidents piétons parce que par définition, c'est là que les vélos et les piétons circulent. Donc, plus il y a de trafic, plus il y a d'accidents. A contrario, ces accidents sont beaucoup moins graves que sur le reste de la voirie. Donc, la pacification de la voirie a vraiment joué son rôle et a permis de réduire très significativement la gravité des accidents. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'enseignement, d'évaluation qu'on a trouvé extrêmement intéressant, de se dire qu'effectivement, il faut poursuivre dans cette voie. Les aménagements cyclables de façon plus générale se diffusent. Donc, de la même façon, cette base de données OpenStreetMap que j'évoquais a permis effectivement de lister le linéaire, enfin de recenser le linéaire de réseaux cyclables qui, effectivement, à la fois le réseau cyclable structurant et puis donc qui était défini dans le plan de déplacement urbain et puis le réseau plus local. Et donc, a permis, donc il y a un certain nombre d'éléments assez précis sur la nature des aménagements vélos qui permettent de suivre vraiment en temps réel la progression de ces aménagements qui est quand même très, très significative avec une accélération effectivement en fin de décennie. On a évoqué les coronapistes qui étaient également un élément important. Sur l'usage du vélo, alors d'autres éléments, notamment issus de l'enquête mobilité au temps de la Covid qu'on a piloté à Île-de-France Mobilité, sur là par contre en fait, les déplacements à vélo. Donc le résultat de ces politiques finalement, c'est qu'effectivement on avait 1 million de déplacements à vélo par jour en septembre-novembre, enfin sur la période septembre-novembre 2021, mais que du coup dans les profils, on s'aperçoit que ce sont quand même des profils assez ciblés, c'est-à-dire qu'on a 70% de ces déplacements qui sont effectués par des hommes, 36% par des cadres, 14% par des étudiants et 78% de ces déplacements se font à Paris en petite couronne. Donc ce type d'analyse, ça nous permet de dire qu'effectivement dans la prochaine décennie, il y a un enjeu de démocratisation, de généralisation de l'usage du vélo sur d'autres territoires, sur d'autres types de profils qu'on va essayer d'adresser donc sur le prochain plan. Sur la marche, alors là, il y a une petite coquille, je me suis aperçue dans le petit encart saumon, ce n'est pas l'accessibilité de la voirie, mais effectivement, il y a assez peu de données finalement sur la marche, ne serait-ce que de savoir effectivement quelle est la part de l'espace public dévolu aux piétons. Donc, il y a eu un travail de fait, notamment par l'Institut Paris Région, pour essayer d'identifier effectivement la nature des espaces publics et donc lesquels pourraient être considérés comme dévolus aux piétons. Ça n'est pas évident, donc on est arrivé à peu près un tiers dans le milieu urbain. Bon, c'est pas très simple, mais on sent qu'il manque, la marche, ça fait partie un peu des grands absents, alors que c'est
le principal mode de transport, de déplacement en Île-de-France. Et donc, il y a un travail à faire, effectivement, parce que c'est quand même un mode à cibler en tant que tel et qui, effectivement, maintenant est vraiment reconnu en tant que tel. Sur l'accessibilité de la voirie et effectivement, donc la question de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite que j'évoquais tout à l'heure comme un enjeu assez fort des politiques de mobilité. Donc là, effectivement, il y a très peu de données. C'est pareil, il y a quasiment pas de données sur l'état d'accessibilité de la voirie. C'est-à-dire que dans les transports en commun, on a un schéma directeur d'accessibilité qui nous permet de suivre la mise en accessibilité des gares, des lignes de bus, etc. En revanche, sur la voirie, on n'a pas d'éléments. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la loi d'orientation des mobilités va nous aider à remettre ce sujet sur la table, puisqu'elle elle oblige à la collecte de données d'accessibilité de la voirie autour des points d'arrêt de transport collectif. Donc, on a plus de la moitié de la voirie, presque 2 tiers francilienne, qui va être concernée effectivement par cette obligation. Donc, une fois qu'on a collecté les données, qu'on a fait le diagnostic, on est un petit peu obligé de se pencher sur ce qu'on peut faire en termes de mise en accessibilité. Donc, ce sera une perspective pour le prochain plan. Quelques éléments sur les conditions d'usage de la voiture. Donc là, pareil, notamment sur la question du taux de possession du permis de conduire, on s'aperçoit qu'effectivement, on a une forte baisse de la possession du permis de conduire, notamment chez les jeunes hommes, qui semble dénoter effectivement une évolution assez forte du rapport de l'évolution à l'automobile chez les jeunes. Donc, c'est un enseignement assez important. Et puis, d'autres éléments qui pèsent sur l'usage de la voiture, que ce soit les évolutions technologiques. Là, on a l'évolution des prix du carburant. Alors, ça s'arrête en 2020. On pourrait poursuivre la courbe. Donc, tout ça, ce sont effectivement des évolutions qui sont relativement indépendantes des politiques de mobilité, mais qui vont peser effectivement sur ce rapport à la voiture et sur la possibilité de faire basculer effectivement les franciliens vers un usage alternatif. D'autres facteurs, en revanche, pèsent effectivement sur l'usage de la voiture, donc des politiques publiques, notamment les politiques de stationnement. Donc là, il y a eu un gros travail de fait pour essayer de recenser les politiques de stationnement au niveau puisque là, c'est une compétence qui reste d'échelle communale. Donc, d'une part, sur les politiques de stationnement sur voirie, il y a eu une réforme du stationnement payant sur voirie, ce qu'on appelle la dépénalisation, décentralisation de ce stationnement payant. Et donc, le PDU émettait un certain nombre de recommandations sur les secteurs qui doivent connaître des zones payantes, des zones régulées, etc., pour régler les conflits d'usage, parce qu'effectivement, le stationnement est un levier très important d'action sur l'usage de la voiture. Et donc, on a regardé, donc finalement, il y a à peu près 150 communes, je crois, qui sont concernées par ces recommandations dans le PDU, pour identifier qu'effectivement, on a à peu près les 2 tiers de ces communes qui effectivement ont mis en place une régulation par des zones payantes, et que pour ces 2 tiers-là, on a constaté effectivement qu'il y a une amélioration du taux de rotation des véhicules, enfin voilà, que les politiques de stationnement fonctionnent assez bien, voilà, même s'il reste encore un tiers de communes qui n'ont pas forcément régulé ce stationnement. Donc ça, c'est passé effectivement par des enquêtes ad hoc réalisées par Île-de-France Mobilité, par le GART, donc, qui est le groupement des autorités responsables de transport auprès des collectivités, suite à cette réforme de la dépénalisation du stationnement sur voirie. Et puis un travail de fourmi au niveau des sites internet des communes pour arriver à recenser tout ça. Donc voilà, il y a des choses où on manque encore un petit peu de dispositifs un peu systématiques d'observation pour l'évolution des politiques de mobilité. Autre travail de fourmi, ça concerne les PLU. Donc, de la même façon, le stationnement dans les constructions neuves, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on avait des prescriptions dans le PDU sur le nombre de places de stationnement, notamment dans les constructions pour les bureaux. Et donc là, on a analysé l'ensemble des PLU concernés par cette prescription. Et effectivement, pour les bureaux, on a constaté qu'on a quand même 2 tiers des communes qui avaient effectivement mis en compatibilité leur PLU avec le plan de déplacement urbain. Donc, une tendance assez favorable sur le sujet.
Voilà, donc ça, c'était pour les petits focus thématiques. Alors, je n'ai pas évoqué, il y a plein d'autres sujets. Hein, donc, j'ai évoqué tout à l'heure notamment le transport de marchandises. Je pense qu'il y a un enjeu également important. Alors, il y a des travaux en ce moment pour mettre en place un observatoire sur ce volet transport de marchandises. Nous, on sera très, très attentif et très preneur sur ces sujets, parce que ce n'est pas très simple également. Et puis, il y a des nouvelles données aussi qui se font jour sur le sujet. Je n'ai pas évoqué du tout la question de transport collectif, qui sera aussi, je pense, largement évoquée dans la matinée. Mais là, je dirais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont plus maîtrisées, puisqu'effectivement, des données produites par Île-de-France Mobilité, par les opérateurs sur les évolutions en termes d'offres, de trafic, de qualité de service, etc. Je crois qu'il y aura d'autres présentations dans la matinée. Voilà, mais donc un travail assez riche et qui nous permet maintenant, effectivement, de nous lancer dans l'élaboration du nouveau plan des mobilités en Île-de-France, le plan MobiDF, pour l'horizon 2030. Et donc, ce plan, il s'est lancé au mois de mai. Donc, on est sur un travail qui va durer à peu près 1 an. Donc, comme je l'ai dit, l'évaluation du PDU nous sert de diagnostic. Donc, on peut directement travailler sur des propositions, des pistes d'action. Donc notamment en travaillant avec les acteurs publics, en particulier les collectivités locales, qui sont vraiment un partenaire important dans la mise en œuvre de ce plan. Et puis, il y aura également des dispositifs de concertation avec l'ensemble des partenaires franciliens, où on recueillera les attentes, etc. Et puis, une deuxième phase, alors c'est un peu particulier. Donc, la première phase est sous l'égide d'Île-de-France Mobilité. Et puis, à partir de fin 2023, le plan passera à la région Île-de-France pour être arrêté donc, fin 2023 sans doute. Et puis, toute une longue période de consultation qui nous mène en fait début 2025 pour l'approbation finale du plan. Mais disons que fin 2023, on commencera à avoir normalement un document avec les orientations. On va devoir fixer de nouveaux objectifs, bien sûr. Donc, il faut qu'on tienne compte de des évolutions structurelles de la mobilité suite à la crise sanitaire, de l'évolution démographique de l'Île-de-France, avec notamment la question du vieillissement de la population qui va poser un certain nombre de questions en termes de mobilité. J'ai parlé d'accessibilité de la voirie, c'est un élément assez essentiel. Donc, on a un document majeur en termes d'aménagement qui est en cours de révision également, le SDRIF, qui va proposer un nouveau projet d'aménagement régional sur lequel le plan des mobilités va s'appuyer, bien entendu, puisque l'idée, c'est d'être en accompagnement de ce nouveau projet d'aménagement régional. Et puis, cette prospective, il faut la mener à la fois sur les déplacements des franciliens, sur les déplacements des visiteurs, des touristes, etc. Et puis, les marchandises que j'ai évoquées rapidement également. Et enfin, donc on va avoir à nouveau effectivement une question sur ces enjeux environnementaux, gaz à effet de serre, qualité de l'air, sécurité routière, sur lesquels il va falloir qu'on définisse de nouveaux objectifs, parce qu'on a des enjeux qui sont renforcés et donc nécessiter effectivement d'y faire face avec le futur plan. Je ne détaillerai pas les orientations. On a un certain nombre de thématiques. On va retrouver des questions sur les transports collectifs. Alors là, c'est des orientations pour élaborer le plan. Ce n'est pas encore les orientations du plan, en fait. C'est un peu résumé. Mais effectivement, des questions sur l'essor des modes alternatifs à la voiture individuelle. Et un gros enjeu, peut-être que je veux souligner quand même, c'est la question du partage de la voirie, qui est vraiment un élément crucial, puisqu'on a vu effectivement la multiplication des modes de transport fait que dans un espace public urbain qui reste très contraint, on se rend compte qu'effectivement, c'est souvent là que le bas blesse. On a une difficulté effectivement pour prioriser ou trouver des moyens pour avoir des usages plus partagés de la voirie. Donc, ça va être un des gros sujets pour la décennie à venir. Et puis, peut-être un sujet aussi un peu plus émergent qu'il y a 10 ans, qui est la question de la transition énergétique du parc de véhicules, puisque là, effectivement, avec ces objectifs renforcés en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on va avoir évidemment l'obligation d'accélérer cette transition du parc de véhicules. Donc là aussi, il va falloir avoir des dispositifs d'accompagnement, d'incitation, etc. Et puis pour finir, une gouvernance qui doit se renforcer pour soutenir la dynamique collective d'action, puisqu'effectivement, comme je l'ai dit, le plan il est élaboré par Île-de-France Mobilité, mais ensuite il va reposer sur un certain nombre de plans à l'échelle locale élaborés par les EPCI. Donc on le voit sur la carte de droite, l'ensemble des EPCI qui ont une obligation maintenant pour faire ces plans depuis la loi d'orientation des mobilités. Donc la nécessité effectivement d'avoir une association étroite de ces EPCI à l'élaboration du plan régional pour qu'ensuite ils puissent s'en saisir et
travailler sur des déclinaisons très concrètes et très engageantes à l'échelle locale. Et puis, la pérennisation d'outils d'observation. Donc, j'ai évoqué l'Omnil, effectivement, qui est un outil assez fondamental pour suivre les évolutions de la mobilité et puis les actions, les politiques de mobilité également. Donc, son rôle va se trouver renforcé également pour le futur plan. Et puis, un certain nombre d'autres dispositifs, notamment des assises annuelles, avec l'idée de mettre en réseau les partenaires et pour donner à voir finalement les bonnes pratiques et avoir un échange sur tout ce qui se passe en Île-de-France, parce qu'il n'y a pas forcément connaissance de ce qui se passe. Et c'est vrai que pour un certain nombre de collectivités, voir que la collectivité voisine ou une autre collectivité qui est dans une même situation territoriale qu'elle en Île-de-France a réussi à mettre en place un certain nombre d'actions, ça peut donner des idées. Et en général, effectivement, les acteurs sont très preneurs de ce type d'échange. Donc, on va poursuivre ce travail pour effectivement les mettre en réseau. Voilà. Merci de votre attention. J'étais un petit peu longue, désolée. Merci, oui, c'était passionnant. Eh bien, des acteurs répartis sur les territoires. Oui, on peut pas applaudir. Une observation sur l'ensemble du territoire va être présentée maintenant par Mustapha Touahir de l'INSEE Île-de-France. Et on va récupérer le petit boîte. Bonjour à tout le monde. Je vais effectivement vous présenter des données de cadrage sur, je dirais, une partie seulement des déplacements, au final, parce qu'on va parler des déplacements domicile-travail, qui sont importants parce qu'ils représentent une part importante de l'ensemble des déplacements. À l'échelle nationale, c'est environ un tiers, et ils participent à la structuration du territoire, à son fonctionnement. Donc, je vais présenter des données sur l'Île-de-France, mais il faut avoir en tête que l'échelle à laquelle se jouent les déplacements domicile-travail, c'est une échelle qui va au-delà des limites de la région. Alors, si ça marche. Voilà. Alors, le zonage en aire d'attraction des villes, c'est un zonage qui est harmonisé au niveau européen et permet de décrire les communes en s'affranchissant des limites administratives. L'aire d'attraction de la ville de Paris, donc, qui est définie à partir de critères de densité, de nombre d'emplois, mais aussi de navettes domicile-travail. C'est comme ça qu'on repère en particulier les communes qui appartiennent à la couronne de l'aire. Ce sont des communes qui envoient une partie non négligeable de leurs actifs dans le pôle urbain, donc la zone qui est en rouge. Alors, l'aire d'attraction de la ville de Paris, elle regroupe plus de 13 millions d'habitants, un Français sur 5, et elle s'étend au-delà des limites de la région. On a même quelques communes dans les départements de l'Aube ou de Seine-Maritime. Alors, cette grande aire d'attraction de la ville de Paris est le résultat de trajectoires divergentes pour l'emploi d'une part et pour les actifs résidents d'autre part. L'emploi est concentré dans le centre de l'agglomération. C'est l'aplat de couleur qui est violet foncé pour la métropole du Grand Paris, ce qui suggère que le ratio entre le nombre d'emplois et le nombre d'actifs résidents est supérieur à 1. On a dans la métropole du Grand Paris beaucoup plus d'emplois que d'actifs résidents. À l'inverse, en grande couronne, on a un aplat de couleur qui est bleu et qui suggère que pour 100 actifs résidents, le nombre d'emplois offerts est inférieur à 100. Et donc, on a dans ces zones des territoires qui sont plutôt résidentiels. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est qu'on a cette situation, cette photo à un instant T, mais que la tendance, on est évidemment avant l'épidémie de Covid-19, elle est au renforcement, on va dire, de ces trajectoires divergentes. C'est-à-dire que l'emploi progresse davantage que la population dans le cœur de la région, et c'est le contraire, hein, ce sont les petits triangles bleus qui sont vers le bas, en grande couronne notamment, et donc des territoires qui sont de plus en plus résidentiels, en lien avec le phénomène de périurbanisation, c'est-à-dire que les ménages s'éloignent du centre de la région. Donc, ce sont des mouvements centrifuges qu'on connaît, qui s'observent de longue date, qu'on observe aussi dans d'autres aires urbaines.
et qui explique, encore une fois, des déplacements de domicile de travail qui vont être importants, puisque les personnes s'éloignant du centre de la région vont devoir effectuer des trajets importants parce que l'emploi est concentré dans le centre. Et c'est ce que montre cette carte qui représente par commune la distance médiane pour se rendre quotidiennement sur le lieu de travail. En Île-de-France, la distance médiane est de 9 km, c'est-à-dire qu'un francilien sur deux parcourt plus de 9 km ou parcourt moins de 9 km. Les formulations sont tout à fait équivalentes. On a de grandes disparités selon qu'on réside dans le centre de la région ou en banlieue plus lointaine. Pour les Parisiens, cette distance médiane est de 5 km. Alors ici, la distance, elle est calculée entre chefs-lieux de commune, c'est-à-dire qu'elle est égale à 0 pour un actif qui travaillerait dans la commune où il réside. Mais ce biais, on va dire, dans la mesure de la distance, est visible pour tout le monde, en fait. Donc, il ne biaise pas finalement les comparaisons entre territoires. Pour la Seine-et-Marne, c'est là que les distances sont les plus grandes. On a une distance médiane qui est de l'ordre de 20 km. Et c'est évidemment dans le cœur de la région que les distances sont les plus faibles. Alors, quels sont les modes de transport utilisés pour effectuer ces distances? Ils dépendent évidemment de la distance à parcourir. Pour les déplacements de moins de 2 km, le mode qui domine, c'est la marche, le vélo ou la trottinette, ce qu'on peut appeler les modes de déplacement doux. Pour les distances de 2 à 15 km, ce sont les transports en commun qui sont les plus utilisés. Et pour les déplacements les plus longs, la voiture domine, mais finalement, je dirais, d'une courte tête seulement. En Île-de-France, on a 40% des déplacements qui sont effectués en transport en commun et 44% des déplacements qui sont effectués, 44% pardon, en transport en commun et 40% en voiture. Donc, un usage de la voiture qui est de même niveau que celui des transports en commun, qui est très important, notamment dans les franges de la région, dans les endroits qui sont éloignés des transports en commun, en tout cas pas suffisamment bien desservis. Les modes de transport dépendent de la distance à parcourir. Ils dépendent aussi du profil des actifs qui parcourent ces distances. Les cadres en particulier, alors même qu'ils effectuent en moyenne des distances un peu plus importantes que l'ensemble des actifs, vont utiliser davantage les transports en commun. Ils résident plus souvent dans le centre de la région, à l'ouest, dans des milieux urbains mieux desservis par les transports en commun, et ça explique cet usage plus important de ce mode de transport. Pour les ouvriers, on a cette fois la voiture comme premier mode de transport. Un ouvrier sur deux en Île-de-France utilise sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Alors, les différences qu'on observe entre les différentes catégories sociales, on les observe toujours quand on s'intéresse au seul déplacement de moins de 5 km. C'est-à-dire que quand on contrôle finalement la distance parcourue, et on voit des différences. Ce qui est intéressant dans ces données, dans les données qui sont présentées ici, c'est qu'elles sont plus précises en ce sens que le lieu de travail et le lieu de résidence ont été géolocalisés. Donc, cette fois, on n'est pas entre chefs-lieux de commune, on est toujours sur une exploitation des données du recensement, mais à un niveau très fin. Et on retrouve le fait, par exemple, que même pour des déplacements dont la distance est inférieure à 5 km, les cadres utilisent davantage les transports en commun. On retrouve aussi, ce qui a été dit dans la présentation précédente, un usage du vélo plus fréquent pour les cadres. Donc là, on est sur les déplacements de domicile-travail, on est sur l'année 2017, et ce qu'on voit, c'est que 7% des cadres utilisent leur vélo pour effectuer des trajets de courte distance, et c'est beaucoup plus que pour les ouvriers ou les employés, par exemple. On voit aussi sur ces déplacements de courte distance le fait que les femmes utilisent plus les transports en commun que les hommes. Donc, les hommes vont privilégier la voiture. Donc, ce sont des différences qu'on observe sur tous les déplacements, mais qui sont encore une fois toujours visibles quand on s'intéresse aux seuls déplacements courts. Donc, on a un écart de 7 points entre les femmes et les hommes. Alors, ces différences entre selon la distance à parcourir ou selon le milieu social, vont se traduire par des différences territoriales.
Ici, on a représenté pour chaque département les modes de transport utilisés. Ce qu'on voit, c'est que pour les modes de déplacement doux, toujours sur les déplacements de moins de 5 km, finalement, on a peu de différence selon qu'on est à Paris, où 26% de ces déplacements de courte distance sont effectués par un mode doux, ou en Grande Couronne, en Essonne, on sera aussi dans ces eaux-là. Les différences, elles concernent surtout l'usage de la voiture et des transports en commun. À Paris, pour effectuer des trajets de moins de 5 km, 8% des actifs utilisent leur voiture. 61% utilisent les transports en commun. Si on regarde en Grande Couronne ce qu'il en est, on va avoir une situation tout à fait différente. En Essonne, par exemple, on va avoir 60% des actifs qui, pour effectuer un trajet de moins de 5 km, vont utiliser leur voiture. Et à l'inverse, les transports en commun ne concerneront que 15% des actifs environ. Alors évidemment, ces différences, elles font écho à l'offre de transport qui est beaucoup plus développée à Paris, mais c'est important d'avoir en tête que la voiture est toujours utilisée, y compris pour des trajets de petite distance. Si on s'intéresse à la voiture, justement, les disparités, on peut les décrire en regardant les taux d'équipement des ménages. En fait. Combien de ménages en Île-de-France sont équipés ou ne sont pas équipés de voitures? Alors, la carte ici, c'est un extrait d'une carte nationale. C'est pour ça qu'on a une grosse tache au centre qui masque en fait des disparités importantes. À l'échelle de la région, 30% des ménages ne sont pas équipés de voitures. À Paris, on est sur une proportion de 2 tiers. 2 ménages sur 3 à Paris ne possèdent pas de voiture. Et cette proportion de ménages qui n'a pas de voiture, notamment à Paris, elle est en forte augmentation. Ça a été dit, le parc automobile qui a fortement reculé à Paris. Donc, il recule fortement à Paris. Il recule aussi en petite couronne, dans les Hauts-de-Seine ou en Seine-Saint-Denis. On va avoir aujourd'hui entre 35 et 40% de ménages qui n'ont pas de voiture. Et des proportions beaucoup plus faibles de ménages non équipés de véhicules, évidemment, à mesure qu'on s'éloigne du centre de la région. Alors, les disparités entre ménages franciliens, elles concernent le taux d'équipement, elles concernent aussi le type de véhicule possédé. Ce qui est repéré ici, c'est une carte assez classique en Île-de-France, c'est-à-dire le centre de Paris et l'ouest de Paris qui sont ensemble. Ça pourrait être la carte des revenus, ça pourrait être plein de cartes, la carte du taux de pauvreté. Ici, c'est la carte qui représente la part de véhicules dont les vignettes critères sont 1 ou 2. Et donc, on voit effectivement des inégalités entre territoires, avec notamment les franges en Seine-et-Marne, certains territoires de Seine-Saint-Denis, où des parts importantes de véhicules ne disposent pas des vignettes critères les plus favorables. Sachant qu'au niveau de la région, on est sur une situation qui, elle, est davantage favorable qu'au niveau national. Le parc automobile francilien présente une surreprésentation de vignettes de critères 1 ou 2, mais cette surreprésentation, elle est surtout visible dans les endroits les plus aisés socialement de la région Île-de-France. Et donc, ce sont des effets qui vont se cumuler avec des distances plus longues à parcourir ou des équipements, un équipement moins important. Un dernier point sur l'évolution de l'utilisation de la voiture. On est toujours avant crise, parce que les données qui sont utilisées sont celles du recensement de la population. Ce qui est représenté ici, c'est l'évolution de la voiture. Donc, en bleu, le triangle qui pointe vers le bas traduit un recours de la voiture qui se réduit. Et on voit que dans le centre de la région, c'est bien le cas. La voiture est de moins en moins utilisée dans le cadre des déplacements domicile-travail. Ce n'est pas le cas en Grande Couronne, en fait. Et ça fait écho au mouvement de périurbanisation, c'est-à-dire que les personnes qui se sont éloignées du centre de la région se sont éloignées en conservant pour une partie d'entre elles, en tout cas en travaillant dans le centre de la région et en utilisant leur voiture pour se déplacer. Et c'est ce qu'on voit dans l'histogramme donc en bas à droite. En bleu foncé, on a la situation en 2018, en bleu clair, la situation en 2008. Alors, si on regarde la partie ensemble, on voit qu'il y a un léger recul de la voiture qui est très marqué pour la commune centre. La commune centre ici, c'est évidemment Paris.
En grande couronne, on voit que la tendance elle est à une légère augmentation. C'est une augmentation qui n'est pas très forte, mais qui existe tout de même, et ce qui suggère que un certain nombre d'actifs ont toujours besoin utilisent en tout cas aujourd'hui toujours leur voiture pour se déplacer. Voilà, je vous remercie. Merci. Sans plus de transition, les questions interviendront ensuite. Je passe la parole à Simon Lecorgne, Île-de-France Mobilité. Merci. Je vais vous présenter en fait les résultats du dispositif d'enquête mobilité Covid qu'on a mis en place à Île-de-France Mobilité. Je veux bien récupérer juste le boîtier, s'il vous plaît. Merci. Alors, les enquêtes mobilité Covid, c'est un dispositif d'enquête qu'on a mis en place à partir de l'automne 2020 et qui avait pour but de remplacer l'enquête globale transport qui est habituellement réalisée et de la remplacer en période de pandémie, puisqu'on s'est rendu compte assez rapidement que c'était compliqué de réaliser une enquête qui nécessitait que des enquêteurs se déplacent au domicile des répondants. Donc, on a mis en place ce dispositif alternatif qui poursuivait 3 objectifs. Le premier, c'était de continuer à produire des indicateurs de mobilité, même dans cette période de pandémie. On avait besoin de suivre l'évolution des comportements et les indicateurs tels que les comptages qui pouvaient être réalisés ou les validations billettiques n'étaient pas suffisants puisqu'ils n'expliquent pas nécessairement qui se déplace ni pour quelles raisons. Le deuxième objectif, c'était de comprendre l'impact que pouvait avoir cette situation de crise sanitaire sur les déplacements en Île-de-France à court, moyen et éventuellement à plus long terme, et également de déterminer la date à laquelle on pouvait envisager de reprendre l'enquête globale transport. Cette date, en fait, c'était la date à laquelle on pouvait considérer que les comportements de mobilité atteignaient un équilibre entre les choses ponctuelles vraiment liées au confinement, déconfinement, etc., et des évolutions un peu plus pérennes. Donc, on a mis en place des enquêtes qui étaient réalisées par téléphone. C'est la première différence avec l'enquête globale transport qui est réalisée principalement en face à face et également un petit peu en téléphone. Là, c'était des enquêtes uniquement par téléphone. On a 8 vagues d'enquêtes entre septembre-octobre 2020 et juin 2022. Donc, en fait, chaque période d'enquête correspond à une période scolaire. Donc, elles sont entrecoupées par les vacances. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des effectifs de répondants qui sont très variables en fonction des vagues d'enquête. Ça s'explique parce qu'on avait besoin d'avoir beaucoup de données au début de la période pour bien comprendre les différences avec la situation pré-crise et qu'ensuite, avec la stabilisation des comportements, on n'avait plus forcément besoin d'avoir autant de répondants. On a également travaillé à une simplification du questionnaire pour le recentrer autour des principaux indicateurs de mobilité, puisque le questionnaire de l'EGT c'est quand même au moins 45 minutes par répondant et on interroge la totalité d'un ménage. Donc, c'est un questionnaire qui peut être très long. Et donc, par téléphone, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, on a travaillé à resserrer un petit peu le questionnaire, à interroger moins de personnes, puisqu'on n'interrogeait plus la totalité du ménage, mais seulement 1 ou 2 personnes en fonction de la taille du ménage. Et dernière différence importante, c'est la méthode d'échantillonnage, puisque dans le GT classique, on utilise un échantillon probabiliste et en l'occurrence, en 2018, c'était un échantillon qui avait été tiré par l'INSEE. Et pour les enquêtes mobilité Covid, on a utilisé des quotas qui sont plus pratiques et plus rapides à mettre en place, qui permettent de reproduire la structure de la population, mais qui contiennent également des limites en termes de force statistique. Si on regarde les résultats de l'enquête, si on arrive à faire passer les slides. Ah oui, c'est bon. Non, hop là. Voilà. Les premiers résultats qu'on peut regarder, c'est la mobilité vraiment au niveau général. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse de la mobilité en période de pandémie. Donc là, je ne vous ai pas présenté la totalité des vagues de l'enquête mobilité Covid. Je vous ai simplement fait 4 focus, en fait, un à l'automne 2020, donc qui correspond à la première
vagues d'enquête, un au printemps 2021, un à l'automne 2021 et un au printemps 2022. Donc, la première ligne, c'est les franciliens qui ne se déplacent pas un jour donné, ce qu'on appelle les immobiles, donc ceux qui, entre le moment où ils se sont réveillés et le moment où ils se sont couchés le soir, ne sont pas sortis de chez eux. On voit qu'on a une hausse assez importante de cette population. Elle concernait 7% des franciliens en 2018 et on est plutôt autour de 10% pendant la période de pandémie. Pour les franciliens qui continuent à se déplacer, on a également une baisse du nombre de déplacements par jour. On était à plus de 4 déplacements par jour avant la crise sanitaire et on est plutôt aux alentours de, alors ça varie entre 3,6 et 4 déplacements, mais du coup, il y a quand même un léger retrait par rapport à la situation en 2018. Et dernier indicateur, c'est le temps passé à se déplacer pour les gens qui continuent à se déplacer toujours. On était à plus d'1h30, 94 minutes en 2018, et là, on est systématiquement en dessous des 90 minutes. Alors, à l'inverse des deux premiers indicateurs, ce troisième, en fait, on voit qu'il y a quand même une augmentation constante du temps passé à se déplacer. Donc, on est sur une tendance à un retour à des niveaux pré-crise sanitaire. Une évolution importante qui est apparue avec la crise sanitaire, c'est évidemment le télétravail. Alors, le télétravail, donc c'est un indicateur qu'on ne mesurait pas en 2018 parce qu'il était très, très marginal. Donc, on n'avait pas du tout de questions qui étaient en rapport avec le télétravail. C'est des questions qu'on a dû ajouter à partir de la première enquête mobilité Covid. Et alors, ce qu'on voit, donc ça, c'est la section en orange sur le graphique de gauche. Ce qu'on voit, c'est que, en fait, il y a eu des variations assez importantes en fait dans les taux de télétravail au fur et à mesure de la période de crise. Ça s'explique parce que en fait, les directives n'étaient pas toujours les mêmes à destination des salariés. Parfois, on n'avait pas le droit de se déplacer. Parfois, on avait un petit peu le droit de se déplacer. Enfin, voilà, il y a eu des choses qui ont changé. Si on déclinait sur les 8 vagues d'enquête, vraiment, on verrait qu'il y a des variations encore plus importantes. On a pu atteindre quasiment 25% de télétravail sur certaines périodes. En tout cas, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que en moyenne, on est autour de 10 à 15% d'actifs concernés par le télétravail pendant la période de pandémie. Et sur le petit camembert en bas, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, donc les personnes en télétravail, ça va être les portions colorées du camembert. Et ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des personnes en télétravail travaillent 1 à 2 jours par semaine. Télétravail 1 à 2 jours par semaine. Les cas où les salariés vont télétravailler plus sont quand même assez marginaux. Ce qu'on voit aussi, c'est que tout le monde ne télétravaille pas de la même manière, et ça, particulièrement, on peut le voir avec les catégories socio-professionnelles. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. On voit que les cadres sont beaucoup plus concernés par le télétravail, alors que, comme on peut s'y attendre, les ouvriers, beaucoup moins. Donc voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes... on est sur des populations diversement touchées par cette possibilité ou non de télétravailler. Si on regarde les motifs de déplacement pendant la période de crise sanitaire, il y a deux tendances assez différentes. Il y a d'une part des motifs de déplacement qui baissent. Donc ça va être tous les motifs de déplacement liés au travail et aux études. Donc là, c'est les 3 portions qui sont à chaque fois en bas des graphiques. Donc celle en vert clair, celle en violet et celle en vert plus foncé. Alors, en vert très clair, on va avoir les déplacements domicile-travail qui baissent de manière assez importante. Et pour prendre en compte la totalité des déplacements professionnels, il faut aussi ajouter la portion en violet qui sont les déplacements liés au travail, mais qui ne visent pas à rejoindre le domicile. Donc, c'est par exemple quand le midi, on va sortir de son bureau pour aller déjeuner ou acheter à manger, quand on va s'arrêter sur le chemin en sortant du travail pour faire une course, ça va être ce genre de déplacement, et cela, il baisse également de manière très importante. Troisième motif qui baisse pas mal, c'est les déplacements domicile-études, pour les mêmes raisons que les déplacements domicile-travail globalement.
Au contraire, on va avoir une augmentation pour certains motifs de déplacement, et notamment les déplacements pour achat qui sont en violet un peu plus foncé au milieu des graphiques, et les déplacements domicile loisirs qui sont en bleu clair. Voilà, donc ça, il y a vraiment une concordance entre la baisse des déplacements contraints et l'augmentation des autres déplacements, et en particulier des déplacements de loisirs qui augmentent beaucoup. Si on regarde par mode de déplacement, donc là, je vous ai mis les parts modales de chaque mode de déplacement. Ce qu'on peut voir en premier lieu, c'est que la marche, qui est en vert clair, augmente et de manière importante, puisqu'on était à 40%, et on a beaucoup augmenté, notamment sur les périodes printanières, avec évidemment un effet de la saisonnalité. À l'inverse, on a une baisse dans les transports collectifs, qui sont en bleu foncé en bas du graphique. Et alors, ce qui est intéressant avec cette baisse sur les transports collectifs, c'est qu'on voit qu'on n'est toujours pas revenu à un niveau qu'on connaissait avant la crise sanitaire. Il y a toujours un gap qu'on cherche à pleinement expliquer. Concernant les déplacements en voiture qui sont en orange, on a eu une baisse également, alors un peu moins forte que dans les transports collectifs, et qui a rebondi un peu plus rapidement, mais voilà, il y a eu aussi une baisse pour la voiture. Et dernier renseignement, c'est la petite partie au milieu en vert foncé qui concerne les déplacements en vélo. On a une augmentation qui peut sembler assez faible en termes de part modale, puisqu'il y a un point de part modale de plus, mais en termes de nombre de déplacements, c'est assez important. Et surtout, quand on regarde la répartition géographique des déplacements en vélo, l'augmentation est assez faible en grande couronne. Par contre, plus on se rapproche de Paris, plus elle est importante. Et en cœur d'agglomération, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose il y a vraiment une augmentation forte sur ces déplacements à vélo. Alors, si on veut faire un petit bilan de ce dispositif de suivi de la mobilité en période de Covid, en fait, ça nous a posé un certain nombre de questions. La première question, c'était est-ce qu'on peut trouver facilement la cause des modifications de comportement qu'on peut observer? Et en fait, c'est pas toujours simple à faire. Je vous parlais tout à l'heure du fait que on a toujours un retrait dans la fréquentation des transports collectifs. C'est quelque chose qui est pas forcément évident à pleinement expliquer. Est-ce que c'est uniquement parce que les gens continuent à avoir peur de prendre les transports collectifs? Est-ce que il y a aussi une plus grande adoption des modes actifs, du vélo notamment, etc. C'est des choses sur lesquelles on est encore en train de travailler pour identifier vraiment finement à quoi ça tient. On se pose également la question de qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui par un jour ouvré de base, puisque c'était une notion qui était assez claire et uniforme avant la crise sanitaire. Mais en fait, maintenant, on se rend compte qu'un mardi, ça ne correspond plus du tout à un vendredi, notamment dans les transports collectifs, mais dans les déplacements de manière générale à l'échelle de la région. Donc, il faut aussi travailler sur voilà, quand on parle d'un jour ouvré de base, en fait, qu'est-ce que c'est? On se pose également la question de la pérennisation des comportements et des évolutions de comportements qu'on a pu voir. Est-ce qu'ils ont encore vocation à changer aujourd'hui, ou est-ce qu'on est à la fin et qu'on est sur des évolutions qui se sont pérennisées et qui sont les nouveaux modes de déplacement? Il faut aussi qu'on travaille sur un certain nombre de définitions, et notamment sur la définition du télétravail. On s'est rendu compte en fait que c'est une question qu'on a été un peu, je ne vais pas dire pris de court, mais qu'on a dû faire évoluer avec le temps, parce que en fait, entre la manière dont on l'a envisagé à l'automne 2020 et dont on l'envisage maintenant, ça a beaucoup changé. On a posé la question de différentes manières, et il y a vraiment une prise en compte de qu'est-ce qu'on entend par le télétravail. Est-ce que c'est uniquement le télétravail régulier? Qu'est-ce qu'on fait des jours flottants? Qu'est-ce qu'on fait le télétravail peut être mis en place de différentes manières dans les entreprises, et donc il faut qu'on arrive à prendre en compte la diversité de pratiques du télétravail.
On peut se poser aussi la question de qu'est-ce qu'une période de référence. En fait, on s'est rendu compte qu'en analysant les données de l'enquête mobilité Covid, on les a analysées période par période. C'est-à-dire que voilà, septembre-octobre 2020, c'est une analyse, novembre-décembre, c'est une autre analyse, alors que dans le GT, on avait des tendances qui étaient lissées sur une année. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a des variations beaucoup plus importantes quand on regarde par période. Et donc, ça, c'est aussi comment est-ce qu'on prend en compte cet impact de la saisonnalité et qu'est-ce qu'on peut en ressortir dans des analyses plus fines. Et donc, in fine, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on doit arrêter ce dispositif mobilité Covid et reprendre une enquête EGT classique. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de repartir sur une EGT classique à partir de début 2023, le plus rapidement possible en 2023, jusqu'à 2027. Donc, on est sur une période de 5 ans au cours de laquelle on envisage d'interroger 40 000 individus. Avec un certain nombre de modifications qui vont être issues de la crise sanitaire, donc notamment approfondir les questions relatives au télétravail, et également prendre en compte ce changement dans les différents jours de la semaine et voir comment est-ce qu'on peut répercuter ça pour avoir vraiment une mesure fine et qui soit représentative des pratiques de mobilité des Franciliens. L'objectif, c'est également de pouvoir utiliser à nouveau un échantillon tiré dans les fichiers Fideli de l'INSEE. Donc pour ça, on est en train de faire toutes les démarches auprès de l'INSEE et également d'associer en fait la plupart des acteurs avec qui on travaille au quotidien justement dans la préparation de cette EGT et donc tout ça, ça va passer par un certain nombre de comités pour prendre en compte les retours, pour voir comment est-ce qu'on peut de la meilleure manière relancer cette EGT. Dernière chose, c'est qu'on va adosser à cette EGT une expérimentation de collecte des déplacements passifs, donc c'est-à-dire via une application smartphone. L'objectif, ça va être d'interroger les répondants qui ont participé à l'enquête globale transport plusieurs jours, sur plusieurs jours, sur une semaine en fait. On va leur demander d'installer une application sur leur téléphone qui va collecter automatiquement l'ensemble de leurs déplacements et les répondants vont ensuite être sollicités par l'application pour valider les déplacements et pour typer les différentes données, notamment les modes, les motifs, éventuellement les itinéraires qu'ils ont empruntés. L'objectif de cette expérimentation, ça va être déjà de tester la fiabilité des données qu'on peut collecter par smartphone. Est-ce qu'on a des vraies différences entre une collecte passive et une collecte par questionnaire? Est-ce qu'on peut avoir accès à des données complémentaires par rapport à celles qu'on obtient dans le GT? Également, quel taux de participation à quel taux de participation on peut prétendre? On n'a vraiment pas trop d'idées là-dessus et c'est un point important de cette expérimentation. Et également, est-ce qu'on peut arriver à des données aussi précises, aussi précisément typées en termes de mode et de motifs sur une collecte automatique que sur une collecte par questionnaire? Cette expérimentation, on pense aussi qu'elle peut nous permettre d'atteindre des profils qui sont particulièrement difficiles à enquêter, et notamment les franciliens qui ont beaucoup de déplacements au sein de la journée. Ça va être par exemple les gens qui ont des tournées professionnelles. On peut penser aux chauffeurs-livreurs, on peut penser aux facteurs ou par exemple aux taxis aussi, qui ont beaucoup de déplacements. Ce n'est pas possible de recenser tous ces déplacements dans le cadre d'un questionnaire, puisque du coup, la personne ne va pas se rappeler la totalité des déplacements qu'elle a réalisés, mais avec une application, on peut peut-être arriver à ce niveau de détail. Et du coup, cette collecte par smartphone, pour l'instant, on la considère vraiment comme un complément à l'enquête EGT. Il n'est pas encore question d'en faire un mode de collecte à part entière. Et voilà, l'idée, c'est d'expérimenter, de voir ce qu'on peut en tirer et comment on peut se projeter dans l'avenir avec ce mode de collecte. Voilà, je m'arrête ici simplement pour vous dire que ça, c'est vraiment une petite partie des résultats des enquêtes mobilité Covid, et vous pouvez retrouver beaucoup plus de résultats sur le site de l'Omni et pour l'ensemble des périodes de l'enquête. Merci.
Merci à vous. Eh bien, c'est l'heure des questions. Alors, les questions vont pouvoir être posées en direct ici depuis l'auditorium. Et en distanciel, nous vous proposons de formuler vos questions par écrit sur le chat et Clotilde Saron les relaiera vers nous et vers les intervenants. Et c'est Alil qui va pouvoir vous passer le micro. Donc, on commence, monsieur, peut-être. Oui, bonjour, c'est Hontan du Césaire. Je voudrais vous poser une question. Depuis l'après-Covid, nous avons constaté que nos poubelles jaunes se remplissent très rapidement avec les emballages. Et nous, on s'intéresse aux livraisons de derniers kilomètres. Les derniers kilomètres, on peut partir sur la base de 100 km à partir de Notre-Dame de Paris avec un rayon de 100 km. Est-ce qu'il y a des actions ou des réflexions qui ont été entreprises pour mutualiser ou factoriser l'espace de stockage ou la livraison de ces marchandises pour les derniers kilomètres? Alors là, c'est une question opérationnelle. Je ne sais pas, peut-être, madame. Oui, Salomia. parce qu'effectivement, alors c'est justement le genre de questions qu'on souhaite adresser pour le futur plan des mobilités. Donc, comme on est au démarrage de la réflexion sur la définition des actions, on est en train de faire justement le tour un peu des acteurs du transport de marchandises et on s'aperçoit qu'effectivement, on a une évolution de contexte très violente par rapport à il y a 10 ans même. Et déjà là, on trouvait que le transport de marchandises, c'était quelque chose d'assez compliqué à appréhender avec une multitude d'acteurs privés. Finalement, on avait assez peu prise sur les comportements. Et c'est vrai que la question du e-commerce, on a bien en tête qu'effectivement, ça va être un des gros enjeux. Et donc, déjà, il y a une question de tout bêtement de connaissance. Effectivement, je trouve que l'indicateur poubelle jaune est effectivement assez pertinent. Enfin, je sais qu'il y a aussi des travaux sur pour ce fameux observatoire des transports de marchandises sur la logistique et le transport de manœuvrettes. Sur, par exemple, le suivi des colis, puisqu'il y a des applications effectivement qui permettent de suivre les colis et donc d'essayer d'apprécier ces volumes effectivement et également de comprendre finalement comment tout cela est organisé, puisqu'il y a effectivement un éclatement total. Et effectivement, l'enjeu, il est aussi dans les comportements individuels. Effectivement, la livraison en moins de 24 heures à domicile, évidemment, est un petit peu moins vertueuse qu'une livraison en point relais et dans un délai qui permet aux transporteurs d'organiser ces tournées de façon beaucoup plus vertueuse. Donc, voilà. Après, on a bien identifié l'enjeu. Après, pour savoir si on va réussir à trouver des actions publiques permettant d'orienter un peu que ce soit finalement à la fois tous les acteurs de la chaîne logistique et même, voilà, je remonte au e-commerce, et puis orienter également les comportements individuels des consommateurs. C'est quand même ça qui va faire que, effectivement, on a cet éclatement des flux. Je ne peux pas aujourd'hui m'engager là-dessus, mais effectivement, on a bien identifié la question. Oui, j'avais une question pour Madame Solona sur comment elle a pris en compte le multimodal dans les transports, parce que aujourd'hui, par exemple, moi personnellement, sur le trajet pour venir ici, j'ai pris 4 modes de transport: la marche, le bus, le métro, le train. Et sur une semaine de travail, il y a des journées où je vais prendre 2 modes de transport et une autre journée où j'en prendrai aucun parce que je vais télétravailler, par exemple. Donc comment c'est mesuré et comment, parce que c'est pour moi des phénomènes qui augmentent, et donc comment ça va être mesuré et comment ça va être pris en compte dans le plan de mobilité? Et la deuxième question, c'était sur les évolutions technologiques qui permettent de faire du covoiturage. Est-ce qu'on mesure cette part des gens qui vont de plus en plus utiliser le covoiturage pour des raisons écologiques ou financières? Je laisserai peut-être également mon collègue Simon Lecorne sur les aspects donnés, parce que là, effectivement, votre question, elle porte déjà sur finalement la connaissance des déplacements multimodaux. Donc ça, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments, notamment via l'enquête Global Transport, comme il y a un recensement exhaustif des déplacements, ils sont décrits de façon précise. Alors ensuite, on a une certaine façon de les présenter
Simon les a présentés, effectivement. Enfin, voilà, dans les transports, on va parler de déplacement avec un mode principal. Par exemple, dans les transports, on va dire, effectivement, si on a pris le train, c'est le mode principal, ça va être train, mais ça tient bien compte du fait qu'on est venu à pied, enfin, voilà, donc on a bien, nous, des descriptions complètes, mais je laisserai éventuellement Simon préciser un petit peu cette question-là. Donc, il y a effectivement une appréhension de cette multimodalité des déplacements dans les enquêtes. Et ensuite, effectivement, dans la planification, la question de l'intermodalité, donc notamment l'articulation entre les différents… Enfin, il y a deux choses, il y a la multimodalité et l'intermodalité. C'est-à-dire que la multimodalité, c'est le fait qu'effectivement, quand on sort j'utilise ma voiture pour tout faire, il y a un moment, j'ai besoin d'avoir le mode adapté pour faire chacun de mes trajets. Donc, je vais avoir effectivement, je vais chercher ma baguette de pain chez le boulanger, je vais peut-être y aller à pied, je me déplace à mon travail, je vais prendre effectivement le RER, le métro, etc. Peut-être encore un autre déplacement, je vais utiliser le vélo, je vais utiliser peut-être un véhicule en autopartage pour effectivement faire certaines courses où j'ai besoin de ramener voilà, des choses en véhicule si je suis déjà démotorisée. Donc, ça, c'est une question de multimodalité, c'est effectivement d'arriver à comprendre comment les gens peuvent basculer de la possession d'un véhicule personnel à l'utilisation d'une multiplicité d'offres alternatives selon la nature des déplacements. Donc là, pareil, les enquêtes permettent un petit peu de voir ces phénomènes. Et puis, il y a l'intermodalité qui, effectivement, au cours d'un même déplacement, comme vous l'avez évoqué, utiliser plusieurs modes successivement. Et ça, effectivement, dans la planification, cette dimension intermodale, donc cette question de comment déjà on donne à voir effectivement les possibilités de passage d'un mode à l'autre, et puis physiquement, comment on aménage les stations, les gares, les pôles pour qu'on puisse passer de façon plus fluide d'un mode à l'autre. Ça, c'est effectivement un élément essentiel. Donc, à la fois en dimension information voyageur et puis en aménagement, tout bêtement, d'espace. On a un très gros travail à Île-de-France Mobilité sur la question du stationnement vélo en gare. On a développé, effectivement, on a défini des objectifs, etc. Donc ça, effectivement, c'est un élément également important. Sur la question du covoiturage, Île-de-France Mobilité a mis en place un dispositif d'incitation financière pour les covoitureurs en Île-de-France qui s'adosse en fait à sa plateforme Île-de-France Mobilité, qui est donc la plateforme qui permet effectivement d'avoir toute l'information sur les déplacements en Île-de-France, enfin, qui au départ effectivement a été très transport en commun, mais qui est de plus en plus multimodal. Et donc, effectivement, avec des partenariats, notamment avec des opérateurs de covoiturage. Et là-dessus, effectivement, on récupère un certain nombre de données. Donc, je ne sais pas si Simon, tu voudras dire un petit mot aussi, qui permettent effectivement de mieux connaître les trajets qui sont effectués, donc tous les trajets qui passent via la plateforme Île-de-France Mobilité. On a une idée, effectivement, de ces trajets. On collecte des données, donc ce qui nous permet un petit peu de savoir où ça se situe, où est-ce que ça se passe, et donc de voir effectivement où sont un peu les gisements pour développer le covoiturage. Je ne sais pas si Simon, tu peux… Oui, simplement pour préciser un petit peu la manière dont on collecte les informations dans l'enquête globale transport. En fait, il faut bien, ce que je vous ai présenté là comme indicateur, c'était des indicateurs de déplacement. Ce qu'on appelle déplacement, c'est en fait, c'est caractérisé par un motif au départ, un motif à l'arrivée. Donc, par exemple, le motif au départ, on part de chez soi, on va au travail, c'est un déplacement. Ce déplacement, il peut être constitué de plusieurs trajets, et donc le trajet, ça correspond à un mode. Donc, quand je fais marche à pied, métro, marche à pied, j'ai 3 trajets dans un seul déplacement. Ensuite, ensuite, derrière, on peut soit utiliser l'information au niveau du trajet, soit du déplacement. Là, je vous ai proposé, je pense plutôt des déplacements. Et pour les déplacements, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer un mode principal qui va être le mode le plus lourd utilisé. Donc, si on fait marche, métro, marche, ça va être le métro qui va être le mode principal. On va dire que ce déplacement a été fait en métro. Ça a tendance à sous-estimer la marche, puisque c'est le dernier mode, c'est le mode le plus léger. Donc, dans ces cas-là, on va faire des analyses au niveau du trajet pour essayer de récupérer vraiment tous les trajets réalisés en marche à pied pour avoir la vraie dimension de ça. Donc, en fait, on ne perd pas d'informations, c'est juste que la manière dont on la restitue n'est pas forcément toujours… voilà, il faut expliquer ce qu'on présente. Concernant le covoiturage, en fait, on a aussi beaucoup de questions dans le GT sur le covoiturage. Donc, en fait, pour chaque trajet, on demande quel est le mode de transport. Et en l'occurrence, quand c'est la voiture,
On demande également s'il y avait plusieurs personnes dans la voiture, en l'occurrence, si c'était du covoiturage. Si c'était du covoiturage, est-ce que c'était avec des gens du même foyer ou pas? Et si ce n'était pas des gens du même foyer, comment est-ce que le covoiturage s'est fait? Est-ce que c'était par une application en ligne? Est-ce que c'était par des relations interpersonnelles, etc. Donc, ça, c'est des informations qu'on n'analyse pas forcément très souvent parce que en fait, ça ne concerne pas beaucoup de monde et du coup, c'est généralement des effectifs très restreints. Donc, ce n'est pas forcément des choses sur lesquelles on communique dans les publications généralistes qu'on fait. Mais voilà, on peut tout à fait faire des focus aussi sur ces mobilités-là. Il y avait une question. Madame Tagana. Merci beaucoup pour vos présentations qui étaient très claires. Je suis Cécile Tagliana, je suis commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région. Il y a un sujet dont je n'ai pas forcément beaucoup entendu parler dans ces présentations, c'est un peu dans celle de Moustapha Touahir, bien sûr, c'est celle de la non-mobilité, en fait, des personnes qui ne peuvent pas être mobiles et notamment qui, pour cette raison, sont dans l'obligation, je mets un peu des guillemets obligation, de renoncer à un emploi, à une formation. On estime que c'est une personne sur 5 qui a été victime de cette question-là à cause de la mobilité. Et c'est un sujet qui, je pense, peut intéresser les employeurs. En ce moment, on a des métiers en tension et donc on va essayer de lever tous les freins à la mobilité. Et donc, dans les objectifs du futur plan de déplacement urbain, je pense que ces personnes pourraient être prises en compte. On a 14,6% de taux de pauvreté en Île-de-France. Toutes ces personnes-là ne sont pas concernées par ces difficultés de mobilité, mais elles peuvent l'être à un moment ou à un autre, ou avoir des mobilités plus longues, ou avoir moins de choix en fait aussi dans leur mobilité. Donc, je pense que ça pourrait faire partie, d'autant que la LOM instaure un plan d'action pour les mobilités solidaires qui relève de l'autorité organisatrice des mobilités et que vous avez cité quelques sujets qui sont en corrélation, la question du vieillissement, puisque c'est aussi une question de la difficulté de mobilité, la question de la facilitation de l'accès des franciliens aux services de mobilité, donc on parle de mobilité pour tous, favoriser la transition énergétique pour les véhicules, sachant que ces personnes qui sont en difficulté de mobilité sont celles qui ont les véhicules, qui ont les critères, enfin ça se voyait très bien sur la carte, les critères les plus élevés, donc qui vont avoir des difficultés à faire cette transition, et des enjeux environnementaux, puisque ce sont aussi souvent des personnes qui habitent dans les zones les plus polluées. Voilà, donc peut-être une ouverture et une proposition de travail sur ces questions-là, sachant qu'on y travaille déjà avec les acteurs de la mobilité, mais qu'on pourrait pousser le cran plus loin dans la mise en cohérence en fait, de ces réflexions. Et d'ailleurs, c'est un appel à participation si vous voulez, mais Île-de-France Mobilité y participe bien sûr. On organise le 17 novembre un événement qui s'appelle Tous Mobiles en Île-de-France et qui va réunir ces acteurs pour continuer à phosphorer sur ce sujet-là, avec 3 publics cibles: les publics en insertion recherche d'emploi, les publics âgés et les publics à mobilité réduite, même si cette question-là est quand même déjà mieux prise en compte de longue date par les autorités de transport. Merci. Donc, on retient bien la date du 7 novembre. Dernière question en salle. Oui, Monsieur. rapide question. Bonjour, je m'appelle Arnaud Tarantola, je suis médecin épidémiologiste responsable de Santé publique France en Île-de-France. Juste une question sur la question de la disparité homme-femme de l'utilisation des vélos, si j'ai bien compris. C'est est-ce que vous avez, peut-être pas présenté ici, des données en clair, est-ce que vous êtes capable d'ajuster pour soit l'occupation, livreur de pizza, ou le fait d'avoir emmené des enfants à l'école. En clair, est-ce que la contrainte de la journée conditionne beaucoup cette disparité hommes-femmes, notamment dans ce qui est un enjeu de partage des tâches? Monsieur Touahir. Oui, alors le résultat que j'ai présenté, c'est sur l'utilisation des transports en commun versus la voiture. On montre que les femmes utilisent davantage les transports en commun. Cela étant, les femmes qui sont à la tête de familles monoparentales, par exemple, vont utiliser plus souvent ou qui ont des enfants en bas âge, la voiture, effectivement, et on fait l'hypothèse que c'est
pour pouvoir déposer les enfants le matin. Donc là, c'est quelque chose qu'on pourrait creuser éventuellement, mais je n'ai pas de résultat en tête. Mais on fait souvent le lien effectivement avec ces contraintes, de même que par exemple sur les artisans. Les commerçants, on voit qu'ils ont un usage de la voiture très, très important parce qu'ils doivent déplacer du matériel. Donc, on est en mesure d'affiner, d'aller au-delà du constat et d'expliquer pourquoi les femmes, par exemple, vont utiliser davantage la voiture, y compris à caractéristiques identiques par ailleurs. Donc, le fait d'avoir des enfants, en tout cas, va jouer sur les modes de transport utilisés. Une dernière question sur le chat. Donc, Clotilde Saron. Oui, nous avons une question sur le chat du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Madame Joly, démographe, qui demande si, concernant les données, nous disposons de données sur la mobilité et le mode de transport selon le statut d'activité des personnes, les actifs en emploi, les chômeurs, les retraités. En ce qui concerne les données de l'EGT, en tout cas, c'est tout à fait possible d'avoir une approche par CSP. Donc oui, oui, bien sûr. Et puis, par rapport à la question qui vient d'être posée sur l'utilisation du vélo, c'est également possible de creuser en fonction des motifs de déplacement. On ne va pas forcément avoir un niveau de détail de connaître qui était livreur de pizza, par exemple. Mais en tout cas, est-ce que c'était pour se rendre au travail, pour accompagner les enfants à l'école, pour une démarche de santé, pour du loisir, etc. On peut tout à fait avoir la répartition homme-femme sur tous ces motifs-là. C'est une approche aussi qui est possible. Pour les déplacements de domicile travail, on utilise le recensement de la population et donc on peut produire des données très fines en fonction du profil des personnes, qu'elles soient actives ou non. Donc la réponse est oui.